lorsque nous sommes... Il faut que Mathieu remette, Allez-y. remette en marche. C'est parti. Allez-y. Alors, lorsque nous avons été fait l'échange de logement et que nous étions dans le pavillon avenue Bernard Martin, on avait, en terrain cultivable, on avait un petit jardinet sur le devant, mais il y avait 2 gros arbres et puis des lilas, tout ça. On ne pouvait pas cultiver à cet endroit-là. Alors, sur le derrière de la maison, on avait à peu près 100 mètres carrés de cultivables. Et dans ces 100 mètres carrés, eh bien, j'ai fait pousser toutes sortes de légumes. Et puis, on avait un cerisier, on a eu 2 abricotiers, on a eu un pêcher. Hein. Et puis, alors, je faisais des haricots verts, je faisais des tomates, des fleurs aussi. Et ben, c'était sympa. Hein. La salade en pagaille aussi. Hein. Alors, puis, alors, les herbes aromatiques, du thym, du persil, des choses comme ça. Très bien. Bon bah, Gauthier, je pense que tu vas pouvoir poser tes questions si tu es Alors, si tu veux me poser des questions, ben, je suis à ta disposition. Regardez toujours la caméra. Faut quand même que vous regardiez un D'accord, petit peu la d'accord. caméra, voilà. C'est un peu, oui, un peu. Alors, on est le combien? C'est bon, t'as pas Le besoin de- le 24. D'accord. Alors, bonjour monsieur. Lors de votre jeunesse, vous étiez à l'école Jules Ferry. Oui. Quel souvenir avez-vous de cette Alors, je vous en avais déjà parlé. Hein. J'en avais déjà parlé. Alors, je suis rentré à l'école Jules Ferry en octobre. J'ai été à l'école de Colombes à la maternelle. À la maternelle, j'allais à l'école des Champarons parce que nous habitions Colombes. Mes parents habitaient Colombes. Et j'ai été à peu près 2 semaines, je crois, à la grande école, aux Champarons aussi. Et après, comme on est rentré au mois d'octobre, dans le courant octobre, au 65 rue Armand Lépine, eh bien, disons que je suis rentré à l'école Jules Ferry. Et j'étais dans la classe de Madame Meunier, qui était une brave femme, gentille comme tout. Gentille comme tout. Et bon, j'ai eu le malheur, je peux dire, on avait un voisin qui habitait notre immeuble, et puis c'était disons un simplet, quoi. Moi, j'avais 6 ans et demi, moi, quand je suis rentré à l'école Jules Ferry, et lui, il avait 13 ans, il était dans la même classe que moi, pour vous situer son niveau intellectuel. Hein. Et alors ce type, il était assis à côté de moi, puis il avait tendance à me faire des bêtises. Et alors, à l'époque, on mangeait du chewing-gum. Et on avait ce qu'on appelait des globos. C'était des énormes chewing-gums cylindriques qui étaient de la taille d'un bouchon de champagne, vous savez. Alors, quand vous aviez ça dans la bouche, alors, c'était pénible. Mais enfin, tous les mots m'aimaient bien ça. Et alors, moi, j'étais très fier de caractère. Fallait jamais me dire, tu te dégonfles de faire ça. Alors, il m'avait dit, t'es pas chiche de coller ton chewing-gum dans les cheveux de Boulevet. Boulevet, c'était un brave garçon qui était assis juste en face de moi. Un garçon assez gros, qui habitait dans une rue un peu plus haut, là. Et qui était gentil comme tout, d'ailleurs. Ah, mais moi, j'ai pas voulu me dégonfler. J'ai étalé mon chewing-gum et puis j'y ai collé sur le dessus du crâne, comme ça. Alors, évidemment, le garçon, il a appelé la maîtresse. La maîtresse m'a mis au coin. Et puis, elle avait écrit une lettre à mes parents. Hein. Alors, mon père était venu. Et c'est la seule fois que mon père m'a mis une gifle. La seule fois de ma vie que mon père m'a mis une gifle à la suite de ça. Et puis, d'une autre chose, parce que j'avais replié mon cahier à l'envers et ça ne lui plaisait pas. Alors, mais disons que... il y a un truc qui était assez comique, c'est que ce garçon, il habitait toujours là. Quand moi j'ai habité ici, je le voyais encore. Et ce pauvre garçon, il était toujours bien grassouille, vous savez, bien rond. Et puis, il était devenu un peu chauve, il avait une belle tonsure. Et à chaque fois que je le voyais, j'avais envie de rire, parce que je pensais toujours à mon chewing-gum que j'y avais collé dans les cheveux, puis quand il était revenu le lendemain, ils avaient été obligés de le raser. Il avait fait une grosse tonsure. Bon, enfin, c'est une anecdote. Alors, pendant votre scolarité, vous avez eu un certain nombre de professeurs. Oui. Avez-vous des souvenirs particuliers de... Ah oui, oh là là, oui. Attendez, je crois que je vais retrouver quelque chose que j'ai mis là-dedans. Non, c'est pas celui-là. Je ne sais plus où j'ai mis ça.
Non, moi je sais plus où je l'ai mis. Si vous avez 2-3 minutes, 2-3 minutes, je vais peut-être le retrouver ailleurs. Non, c'est pas. Oh, je sais plus. C'est d'autres histoires, ça. Attends. Ah, c'est bête. Bon, bah, je vais vous les raconter. Alors, les souvenirs que j'ai, je les racontais encore tout à l'heure à vos amis, et ben, je vais vous le dire à vous. Mais je crois que je vous l'ai dit au téléphone. J'avais un professeur qui s'appelait M. Moreux, et qui était un jeune instituteur qui n'avait pas 20 ans. Il n'avait pas 20 ans à l'époque. C'était pendant la guerre, ça. Mais je n'étais pas un mauvais élève, je travaillais bien. Je ne dis pas que j'étais toujours le meilleur, mais enfin, disons, j'ai eu plusieurs fois les prix mention très bien, prix d'excellence, et j'étais bien coté. Mais ce professeur, pour quelle raison, j'avais une tête qui ne lui revenait pas, et il me punissait sans arrêt. Alors, à toutes les récréations, j'étais en retenue, et le soir, au moment de sortir, j'étais toujours en retenue. Et alors un jour, à la récréation, il me mettait debout le long du mur, avec les mains sur la tête, et puis toute la récréation, je la passais comme ça, debout, pendant que les autres, ils allaient s'amuser. Hein. Et puis mes mains avaient glissé, et puis je les avais mis sur la nuque, comme ça. Il arrive derrière moi, il me dit comme ça, j'ai pas dit les mains sur la nuque, j'ai dit les mains sur la tête. Et il me file une rouste, quelque chose de bien, qui m'avait poché l'œil. J'avais un superbe cocard. Alors, j'étais pas très heureux. Alors, j'en avais déjà parlé à mon père quand il me disait, mais c'est pas possible, c'est toujours en retenue. Comment, tu fais l'imbécile. Bon, parce que mon père, il voulait toujours qu'on travaille bien. Hein. Alors, je dis non, je t'assure, il peut pas me voir, c'est tout. Il dit, j'irai voir ton professeur. Et alors, bon, un soir, et bon, ce soir-là, il avait décidé de venir me voir. Et évidemment, il vient me chercher, et il voit un de mes camarades, qui habitait dans la même rue que moi, et puis après qui a habité juste derrière, là, et il le voit, il dit, dis donc Claude, il dit va voir le professeur de René, parce que dis-lui que je voudrais lui parler. Alors, il monte voir le professeur, il dit, Monsieur Moreux, il y a le père de René qui voudrait vous parler. Alors, le prof lui répond, dites-lui que moi, je n'ai pas envie de le voir. Le gosse, il redescend, puis il dit à mon père, il a dit que vous montiez. Alors, mon père, il est monté, lui, de bonne foi. Hein. Quand j'ai vu mon père arriver, j'étais fou de joie, moi. J'ai dit, papa, regarde ce qu'il m'a fait. Alors, quand mon père, il a vu que j'avais un beau poche-œil, il n'était pas content du tout. Il était à la limite de lui mettre sa main sur la figure, mais enfin, il s'est retenu parce que ça se fait pas, quoi. Et puis, quand il a vu ça, il m'a fait rendre mes cahiers et mes livres. Il dit, je veux pas que tu restes avec un abruti pareil. Et puis, ce professeur-là, d'ailleurs, c'est instituteur plutôt, il a fini l'année et on ne l'a plus jamais revu à l'école. Ils ont dû le muter quelque part, j'en sais rien. Enfin, il n'est plus jamais resté à l'école. Alors, j'ai eu d'autres professeurs qui n'étaient pas très gentils. Il y avait une institutrice qui s'appelait Madame Boiscou, qui avait pour méthode de vous faire mettre les doigts comme ça, vous voyez. Et puis elle avait une règle en ébène avec des arêtes en cuivre dans les arêtes, vous savez. Et puis elle vous mettait des grands coups sur les doigts quand vous aviez bavardé ou fait une bêtise. Bon, elle vous mettait des grands coups de règle sur les doigts. Je vous assure que ça fait mal. Hein. Et alors vous en aviez un autre, mais je ne l'avais pas comme instituteur, lui. C'était Monsieur Michel, il s'appelait. C'était un petit gros qui était habillé toujours en noir, avec un gilet puis une montre à gousset, vous savez. Et puis il avait un chapeau mou. Et puis il était très très sévère. Alors quand il y avait un gosse qui parlait, ce qui arrive fréquemment, vous savez, les mômes qui parlent entre eux, hein, il dit, viens ici, toi. Alors on est arrivé, et puis on n'était pas heureux. Alors moi, je ne l'avais pas comme instituteur, mais je l'avais en études, parce que je restais le soir en études pour faire les devoirs, vous savez. Alors bon, quand il nous appelait, il vous prenait par les cheveux ici, au niveau des tempes, et puis vous décollait du sol, comme ça. Alors je vais me vous dire que ça faisait mal, hein, ça faisait mal.
Eh ben, maintenant, ça n'existerait plus, des choses comme ça. Hein. Et à cette époque-là, c'était fréquent, des choses comme ça. C'était fréquent. Mais alors, par contre, j'ai eu des professeurs extraordinaires, entre autres l'année où j'ai passé mon certificat d'études. Nous étions, on est loin des 25-30 élèves de maintenant, vous savez, on était 45 dans la classe. Hein, 45. Monsieur Bonneau, il s'appelait, René Bonneau, et c'était un brave homme, un type formidable. On était donc 45 dans la classe. Quand on a passé le certif, on a été 42 reçus. Et puis, croyez-moi, le certificat d'études, il était assez coriace. Hein. Et 42 reçus sur 45 élèves. Hein. C'est un excellent professeur. Et, comment dirais-je, il avait divisé la classe en 4 sections. Mais alors, pas parce que les bons élèves, les moyens ou les pas bons, n'importe comment. Il avait coupé la classe en 4, il avait formé 4 groupes, et il nous mettait en compétition les uns avec les autres. Alors par exemple, je me souviens très bien d'un moment où on étudiait l'Afrique du Nord. C'était le département français à l'époque. Hein. Alors il y avait l'Afrique du Nord, donc il comprenait donc la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Hein. Et on devait, sur des grandes feuilles de papier et dessin, on devait faire, alors en couleur, tout ça, dessiner la carte du pays, avec les principales villes, les montagnes, tout ça. Alors avec de la pâte à modeler, on formait les montagnes. Et alors les productions où on prenait du blé, on tâchait d'avoir quelques grains de blé pour les mettre dans les petites boîtes, tout ça. C'était celui qui aurait fait le schéma, si vous voulez, le mieux adapté. Et alors il nous jugeait, mais si bien que tout le monde travaillait bien. Tout le monde travaillait bien. Alors bon, mais il y avait quand même des meilleurs les uns que les autres. Hein, ceux qui n'avaient pas été les premiers, bon, bah, ils essayaient la fois d'après de se défoncer un peu plus pour faire leur travail, quoi. Et c'était très très bien. Hein. Et en plus de ça, on faisait de la gym tous les samedis. Hein. Mais lui, en plus, tous les jours, c'était pris sur nos cours normaux, si vous voulez, mais on faisait un quart d'heure de gymnastique supplémentaire, tous les jours. Hein. Et alors, il faisait ça le matin. Alors le matin, pendant un quart d'heure, on faisait de la course, on faisait des fois de la course avec un gars sur le dos, vous savez, pour courir avec, et après, quand on arrivait à l'autre bout de la cour, on changeait, et on revenait, et puis alors, des mouvements, il nous faisait faire un quart d'heure de sport. Ça nous détendait, on reprenait les cours normalement, ça nous a jamais nui dans notre travail. Et alors il nous avait fait faire un truc, il avait voulu qu'on ait un emblème. Alors l'emblème en question, on l'avait dessiné, le mieux dessiné, il a été exposé. C'était une abeille sur un écusson, hein, et il y avait marqué « Labor omnia vinci ». Si vous avez fait du latin, ça veut dire « le travail vient à bout de tout ». Hein. Et c'était notre emblème qu'on avait dans la classe comme ça. Et alors, en plus de ça, ce professeur, où il était encore formidable, c'est qu'on n'avait pas de classe le jeudi. Nous, c'était pas le mercredi le repos, c'était le jeudi. Eh bien, ce professeur, c'était pas une obligation, mais tous ceux qui acceptaient et qui voulaient, puis que les parents soient d'accord, il nous a emmenés visiter les principaux musées de Paris. Le musée de la Marine, le musée des colonies, le musée de l'Homme, le palais de la Découverte, enfin tous les musées qu'il pouvait y avoir, hein, on les avait visités. Alors le professeur, il achetait des billets de groupe, parce qu'on payait moins cher, et pour le transport, c'est pareil, on prenait le train à la gare de Bois-Colombes, pour aller à Paris, et puis après on prenait le métro, puis, eh bien, il prenait des billets de groupe, ça faisait que ça faisait pas très cher par personne. Et il y avait des pauvres gosses, je vous dis, c'était la guerre, il y avait des pères qui étaient prisonniers, pour certains, et puis que des familles n'étaient pas riches, hein, qui pouvaient pas se permettre de dépenser plus d'argent qu'ils pouvaient. Eh bien, c'est lui qui payait de sa poche. Hein.
on avait dans notre programme, on faisait de la botanique aussi. Bien, il nous emmenait dans les bois faire de la botanique sur place. On cueillait des fleurs, on les découpait, on regardait comment c'était fait, enfin bref, on étudiait sur place. Et nous avons emmené plusieurs fois à la piscine. C'est lié où à la piscine? Oh ben on allait à la Jonquière. C'était rue de la Jonquière à Paris, Porte Clichy. Hein, c'était la plus près. Hein. Alors, un professeur comme ça, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Il était gentil comme tout. Et alors, j'en ai eu un autre, Monsieur Brémond, il s'appelait. Monsieur Brémond. Mais il était trop bon, lui. Il était trop bon. C'est un monsieur il a été capitaine pendant la guerre de 14. Hein, c'était déjà un vieux monsieur. Et il était vraiment adorable aussi. Mais il y avait des gosses, alors, des gosses qu'on a abusés, si vous voulez. Ils se moquaient de lui. Alors, il s'appelait Paul Brémond. Tout le monde l'appelait Popol. Et puis ça se transmettait de génération en génération. Ah, t'es chez Popol? Ah bah oui, c'était Popol, c'était son surnom. Hein. Et un jour, mais je vous dis, c'était un très brave homme. Et un jour, il était parti en retraite, et puis moi j'étais déjà marié à cette époque-là, puis on habitait ici. Et puis, mais alors il était déjà très très vieux. Et il habitait sur Colombe, mais à la limite Bois-Colombes, vous voyez, dans la rue Hoche, vers la rue Hoche, par là. Et je le rencontre, il était avec sa femme, une toute petite bonne femme qui était mignonne comme tout. Alors, quand je le voyais, je lui disais toujours bonjour, je lui parlais, elle était gentille. Alors ma femme, elle avait entendu parler des blagues que certains gosses lui faisaient. Hein. Par exemple, mettre des confettis dans son chapeau, des choses comme ça, vous voyez, des grosses blagues. Il ne l'aurait pas fait avec d'autres, mais avec lui, il le faisait. Hein. Alors ma femme, je lui présente ma femme, il ne l'avait jamais vue. Alors je lui présente. Et puis alors, ma femme lui dit, il dit, ils n'étaient pas tous gentils avec vous, ma femme lui dit. Hein. Oh, il dit, c'était des enfants. Hein. Et il n'avait pas une once de méchanceté, de regret. Il était brave, il était très très brave. Est-ce que vous mangiez à la cantine? Alors, ça m'est arrivé, mais pas, rarement. Rarement. Parce que disons que c'était pas terrible. Hein. Voilà, c'était pas terrible, et puis en plus de ça, ça a été la guerre. Alors, disons que j'ai mangé à une époque. Alors que je vais vous raconter encore une anecdote à ce sujet-là. Et nous avions des rations de pain très réduites. On avait des tickets pour tout. Hein. Alors, les travailleurs de force, ils avaient 300 grammes de pain par jour. Ceux qui n'étaient pas travailleurs de force, ils devaient en avoir 200 grammes, je crois. Les enfants, c'était en fonction de l'âge. Alors, si bien que c'est mon père, le matin, quand il partait travailler, il nous préparait notre petit déjeuner. Et alors, on n'avait pas de beurre, on n'avait plus de café, alors on faisait ça avec de la chicorée grillée, et puis un peu de lait écrémé. Et puis, on coupait un peu de pain on touillait tout ça, puis on mangeait ça à la cuillère. Hein. Et puis, alors, pour la cantine, je ne pouvais pas en avoir plus, parce qu'il n'y en avait pas plus. On me coupait une tranche de pain. Une tranche de pain. Que ma mère enveloppait dans comment dirais-je, je le revois toujours, dans une serviette de table à carreaux. Vous savez. Bon, j'avais ça dans mon cartable. Et puis, on habitait rue Armand-Lépine à ce moment-là. Quand je descendais de la maison, pour aller à l'école Jules Ferry, j'allais rejoindre la rue Marcel Binet, je reprenais la rue Claude Mivière, qui est là, puis on traversait le parc des Chambards, qui était ici, et puis pour aller à l'école. J'étais pas arrivé à la rue Marcel Binet, c'est-à-dire au bout de la rue Armand-Lépine, j'avais déjà mangé ma tranche de pain. Si bien que pour la cantine, j'en avais plus. Et alors j'ai fait une chose aussi, parce que ça m'a... je vous dis, j'étais très fier. Et il y avait un fils de commerçant, le père devait faire du marché noir, ça devait être un fils d'épicier ou quelque chose comme ça.
Alors le gosse, il manquait de rien. Voilà. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ce gosse, ça ne devait pas lui plaire son goûter. Et il avait un goûter pour le 4 heures. Ça ne devait pas lui plaire. Il prend son goûter, il regarde, hop, il était enveloppé dans un sac, il le jette par terre, dans la cour. Et puis moi, je crevais de faim, moi. Puis j'avais déjà un bon appétit, mais je crevais de faim, moi. Je pensais qu'à ça, moi. Alors, j'osais pas le ramasser parce que j'avais honte de me mettre par terre pour ramasser quelqu'un qui achetait du pain, si vous voulez. Et puis j'avais tellement faim, ben, j'ai pris le sac avec le goûter dedans, et puis j'étais me cacher pour le manger. Hein, et ben, j'avais honte, j'étais vexé. Qu'est-ce que vous voulez, c'était comme ça. Alors, en classe, quel matériel utilisiez-vous? Ah, le porte-plume. Le porte-plume avec l'encrier. On avait de l'encre violette à l'époque, et puis on trempait ça dans l'encrier, et puis on copiait. D'accord. Était-ce facile à utiliser? Comment? Est-ce que c'était facile à utiliser? C'est une question d'habitude, on connaissait que ça, alors bon. Alors, bah, ça dépendait des enfants. Vous avez des enfants qui avaient une belle écriture, même avec les plumes. Alors, les plumes qu'on nous donnait, c'était les plumes, ce qu'on appelle les plumes sergent-major. Hein, et il existait d'autres plumes qui étaient plus souples, moi qui, à mon sens, me paraissait donner une meilleure écriture. Alors, ça ne coûtait pas très cher à cette époque-là. On achetait souvent d'autres plumes que les sergents-majors. Parce que la plume sergent-major, elle était toujours un peu raide, vous savez. Et puis elle avait tendance à accrocher un peu le papier. Hein. Tandis qu'il y avait des plumes qui étaient beaucoup plus souples et qui avaient une plus belle, qui permettaient de faire des pleins et des déliés beaucoup plus jolis. D'ailleurs, le fait de, comment dirais-je, le fait de l'écriture à la plume, il m'avait toujours resté quelque chose parce que, encore à l'heure actuelle, je fais de la calligraphie. Et vous voyez, par exemple, à peu près tous les ans, j'envoie 75 cartes pour les vœux de Nouvel An et de Noël. Hein, et toutes les enveloppes, je les fais en calligraphie. Alors j'ai pas mal d'amis ou de familles, toutes mes cartes, ils les gardent en souvenir. Alors, et je fais différents styles. Et alors, mais c'est plus avec des plumes sergent-major ou autre chose comme ça, c'est avec des plumes spéciales pour faire de la calligraphie. Alors j'écris en gothique, j'écris en différents modèles, quoi. Petit, peut-être encore une question sur l'école et puis après on va peut-être Moi j'ai fini l'école. Ah, alors vas-y. Alors maintenant sur la place des Chambards. Ouais, bah, il y avait le marché des Chambards. Ouais. Ah, je vais. Il faut que je reprenne. Tiens, j'ai mon fauteuil à roulettes là. Oui, il est là. Est-ce que vous Attends, voulez me chercher quelque chose? Je voulais. Tu peux amener le fauteuil qui est juste à Si côté? tu peux m'amener ce fauteuil-là, je vais m'absenter 2-3 minutes. D'accord. Hein, vous laissez votre engin marcher si vous voulez, ça évitera qu'on. Bon, laisse-le là, je vais approcher. Attendez, je vais enlever le micro du coup. Ah oui. Ah bah oui, c'est vrai. Parce que j'ai une photo du marché des Chambards. D'accord. Vous pouvez nous le montrer à la fin si vous voulez. Ah bah je vous la montrerai après alors. Ouais, ce sera plus simple. Ça Je vous la va éviter montrerai de après. lever de- D'accord. Bon bah d'accord, je vous la montrerai après. J'espère que je vais la retrouver. Ouais, Gauthier, montre. J'espère que je vais la retrouver. Parce que le marché des Chambards, Ah, moi le marché des Chambards était à l'époque un grand marché. Ça continue, ouais. C'était un très grand marché. Il couvrait toute la. Parce que c'était pas comme maintenant. Hein, là, maintenant, il y a ça fait avec des massifs de fleurs, trucs comme ça. C'était un terrain. C'était un terrain goudronné. Hein, et qui, pendant la guerre, ils avaient fait des abris anti-aériens. Mais toute la surface était goudronnée. Il y avait une rue qui tournait tout autour. Et puis, disons que les commerçants, il y avait leur étalage qui était installé. Il y avait des gens, des employés qui installaient
les étalages avec les couvertures quand il pleuvait ou des choses comme ça. Mais c'était un très grand marché. Il y avait plusieurs bouchers, il y avait je ne sais combien de marchands de légumes, il y avait des marchands de mercerie, de laine, il y avait les charcutiers, il y avait boucherie chevaline, il y avait vraiment... C'était un marché très très important. Et c'était ouvert le vendredi et le mardi. Et alors, parce qu'à cette époque-là, il faut bien vous mettre dans la tête, il n'y avait pas Carrefour, il n'y avait pas Leclerc, il n'y avait pas tout ça. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez avancer pour que ça aille vite de Ah oui, ça risque de s'entendre. D'accord. Ça va quand même. Ça va comme ça? Et alors, disons qu'il n'y avait pas toutes ces grands... Il y avait que les petits commerçants, des petits épiciers ou des bouchers. Maintenant, il y en a beaucoup moins parce qu'il n'y a plus la nécessité. Les gens, ils se ravitaillent dans les grandes surfaces. Mais disons que là, le marché, il était très réputé, ce marché. Il est très, très réputé. Alors, il y avait un commerçant, là, justement sur la photo que je voudrais vous montrer, je vous dis, j'espère la retrouver, j'aurais dû la préparer. Et c'est un monsieur, ce commerçant-là, il est décédé. J'étais à l'école avec son fils, c'était les Arméniens. Chazadéyan, il s'appelait. Et comment? Et nous, quand on était gosses, on l'appelait Cacahuète. Parce que quand on allait au cinéma Excelsior, hein, il était à l'entracte, il était à la sortie du cinéma, avec un grand sac de jute, comme ça, rempli de cacahuètes grillées, avec la coche, hein, tout ça. Et puis alors, c'était pas cher, c'était un franc, je crois, je ne me rappelle plus, mais c'était vraiment une piécette, quoi, c'était pas cher. Et alors, vous mettiez vos mains comme ça, puis lui, il en prenait, et hop, il vous remplissait vos mains. Ou alors des fois, s'il était bien luné, vous mettez ça dans un sac à papier journal, vous savez, qui faisait un cornet, puis vous remplissez ça. Et puis alors nous, les mômes, on mangeait nos cacahuètes. Et alors, comme ils vendaient les cacahuètes, tout le monde l'appelait cacahuète. Hein. Et puis, bon, le nom, il était resté, quoi. Mais après, ça s'est perdu, quoi. Ça s'est perdu, il l'appelait Léon, après. Quand il était plus vieux, là, il l'appelait Léon. Et alors, son fils, il avait commencé à lui donner la main, mais il s'était mis marchand de légumes, après. Il ne vendait plus de cacahuètes, il vendait des légumes. Hein. Mais pendant des années, il me connaissait bien, moi, il m'avait connu, j'étais haut comme ça, alors, vous savez, il me connaissait bien. Vous nous parliez des souterrains Oui, des bombardements. Comment pouvez-vous nous les décrire? Comment? Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Ah, il n'y avait rien de sensationnel, hein. Croyez-moi. Il y avait plusieurs entrées, je crois qu'il y avait 4 entrées. Hein. Et alors, pour éviter, ils auraient très bien pu faire comme c'était bétonné, hein, c'était entièrement en béton. Alors, ils n'ont pas fait ça comme sur une seule tranchée en ligne, parce que si ça avait été bombardé, comme c'était une ligne droite, ça aurait bousillé tous les gens qui auraient été dans l'alignement, vous savez. Alors, ça formait comme des méandres, comme ça, vous voyez, à angle droit, ça faisait comme des zigzags, si vous voulez. Mais alors, il n'y avait pas d'électricité dedans. Il y avait des dalles qui étaient scellées dans le mur pour faire des bancs. Mais alors, il fallait que les gens, quand il y avait une alerte, il fallait que les gens ils descendent là-dedans avec des bougies ou des lampes électriques, quand on trouvait des piles. Hein, et puis ils se planquaient là-dedans. Et puis alors, disons que il y avait un escalier en béton, mais il n'y avait pas de protection. Au niveau de l'escalier, il n'y avait pas de protection, il n'y avait rien du tout. Hein. Quand vous étiez enfoui dans les zigzags, là, en cas de bombardement, si une bombe tombait à côté, il y avait du béton, ça pouvait résister. Hein. Mais ce n'était pas extraordinaire. Puis après, ils les ont démolis. Moi, j'ai terminé mes questions. T'as terminé? Bon. Je vais reprendre le plan. Tu n'avais pas de questions sur le cinéma aussi? Tu voulais pas me poser les questions? C'est moi qui vais les poser. Ah, c'est vous qui les aviez Bah, posées. justement, parlons-en, vous parliez tout à l'heure de l'Excelsior, alors vous alliez souvent à ce cinéma? Ah ben oui, moi je voulais expliquer que comme on risquait pour pouvoir pas payer, quoi. Et puis, mais c'était un cinéma familial. Le samedi, c'était les familles entières qui y allaient.
hein. On n'avait pas de télé à l'époque. Hein. On n'avait pas de télé. Alors, toutes les semaines, alors vous aviez. Alors, quand ça commençait, vous aviez toujours un premier film. Alors, soit c'était un petit film comique, soit c'était un documentaire. Hein, et puis après, vous aviez la publicité, parce que ça existait déjà. Alors, vous aviez la publicité, c'était Jean Mineur qui faisait la publicité. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça existe encore. Ah, ça existe encore. Jean Mineur, et puis on voyait un mineur qui jetait sa pioche, comme ça. Mais ça doit toujours exister. Et puis, vous faisiez la publicité. Et puis après, il y avait l'entracte. Alors, vous aviez les placeuses, parce qu'il y avait des placeuses. Hein. Et puis, elles se baladaient avec leur panier. Alors, elles vendaient des bonbons, toutes sortes de friandises, des cacahuètes aussi, des glaces, des esquimaux. Hein. Et puis, alors là, l'entracte, si vous aviez envie de vous acheter quelque chose, vous pouviez. L'entracte, il devait durer un quart d'heure à peu près. Et puis après ça, le film commençait. Alors, des fois, il y avait encore un petit peu de publicité pour faire rentrer les gens, vous voyez, qu'ils ne traînent pas dehors. Parce qu'il y avait un bar. Alors, il y avait des fois des gens qui allaient au bar et puis ils pensaient plus à rester au bar que de revenir au cinéma. Alors, quand ils entendaient la musique, ils rentraient, quoi. Et puis alors on assistait au film. Alors c'est là que j'ai vu la première fois un film en couleur. C'était un événement, un film en couleur. Et c'était un film américain. Et je me rappelle du titre, Toura, déesse de la brousse. Oh, ça devait être un affreux navet, si vous voulez. Mais pour nous, c'était merveilleux parce que ça se passait dans la jungle, si vous voulez, et tout en couleur. Alors nous, la jungle, on connaissait ça de nom, mais on n'avait pas les renseignements comme maintenant on peut avoir, vous savez. Les mômes, maintenant, ils en connaissent beaucoup plus que nous, on connaissait. Hein. Alors, mais sinon, on avait le noir et blanc. Mais même la télé, au début, on a vu la télé, c'était en noir et blanc. Hein. Et on était contents quand même. Puis on avait une chaîne, hein. Il n'y avait pas le choix. On en avait une. Et alors, à part le cinéma, qu'est-ce que vous aviez comme loisir? Pas grand-chose. Qu'est-ce que vous faisiez, par exemple, quand vous n'alliez pas à l'école? Quand je n'allais pas à l'école, des fois j'allais à la pêche, dans la Seine. À quel niveau? Oh non, pas à Colombes, j'allais plutôt au pont de Clichy, par là, dans ce coin-là. Hein, ou au pont de Clichy, ou au pont de Levallois. Oh, puis à l'époque, on marchait à pied. Hein. On allait jusqu'au pont de Clichy ou jusqu'au pont de Levallois à pied, ça ne nous dérangeait pas. Quel poisson vous pêchez? La friture de Seine, si vous voulez. Des emblettes, du gardon, des goujons. À l'époque, il y avait encore des goujons. Hein, il y avait de la petite friture, quoi. Hein. Ah, mais des fois, on prenait des belles prises. Il y avait des beaux gardons, des fois. Hein. Et alors, ça... Il y avait des bandes de jeunes. On était. Mais il y avait beaucoup de. Il y avait des retraités qui étaient là tous les jours. Hein. Des personnes d'un certain âge. Hein. Alors alors on allait pêcher derrière les péniches parce qu'il y avait beaucoup de péniches qui abordaient au pont de Clichy. Du pont de Clichy jusqu'au pont de Gennevilliers, les péniches, elles étaient à touche-touche. Hein. Alors on pêchait derrière les péniches, mais là tout à fait sur le bord, il y avait 2,50 m de fond. Hein. Et c'est marrant parce que nos parents, puis, ils n'avaient pas peur qu'on se noie, tout ça, ou qu'on tombe à l'eau, ou qu'on se fasse agresser, ça n'existait pas. Puis il nous arrivait jamais rien. On avait peut-être... On était moins dorlotés que les gosses de maintenant, mais on était peut-être beaucoup plus conscients du danger. Et il n'y avait pas le danger qu'il y a maintenant. Il n'y avait pas ces agressions d'enfants. C'était vraiment exceptionnel quand il y avait un truc comme ça. Ça tombait sur un cinglé ou chose comme ça. Mais sinon, ça n'existait pas. Il y avait moins de véhicules. Comment? Il y avait moins de véhicules. Je m'excuse, je suis un peu... Il y avait moins de véhicules, moins de... Ah bon, il y avait pratiquement pas de véhicules. Il y avait encore beaucoup de voitures à chevaux. Hein. Et puis pendant la guerre, il n'y avait plus d'essence. Hein. Alors
Alors ceux qui avaient encore des camionnettes, des choses comme ça, on a connu les gazogènes. C'était ça, il n'y avait pas d'essence, alors c'était avec du bois. Je ne sais pas comment que ça fonctionnait exactement. C'était comme une grosse chaudière qui était installée sur le côté du camion. Et puis il fallait allumer ça une demi-heure à l'avance. Et puis c'est avec les gaz de récupération qu'ils arrivaient à faire marcher le moteur. Alors c'était pas aussi puissant qu'un moteur à essence, mais enfin ça roulait quand même. Et alors vous, comment est-ce que vous vous déplaciez à pied, mais sinon Ah bon, il y avait des autobus. Alors on a eu, comme il n'y avait plus d'essence, les autobus ils marchaient au gaz. Parce qu'on avait le gaz de ville. Hein. Alors les bus, ils avaient comme un gros dôme qui faisait toute la longueur du bus, comme ça, et c'était les réserves de gaz qui étaient dans ce faux plafond, si vous voulez. Ben, le faux plafond qui faisait près de 2 mètres de haut, hein, et c'était rempli de gaz. Et alors c'était avec ces réserves de gaz qui faisaient marcher le moteur. Mais il y avait aussi les éboueurs. Parce que moi j'ai connu les éboueurs aussi, ils étaient avec des voitures à chevaux. Ah oui, ils étaient avec des voitures à chevaux, et puis c'était des tombereaux, hein, qu'on appelait ça des tombereaux. Et alors vous aviez les éboueurs, alors il n'y avait pas les poubelles en plastique comme maintenant, ça n'existait pas le plastique à l'époque. Hein. Alors les gens, comme poubelles, ils avaient des vieilles lessiveuses, des bidons métalliques, des choses comme ça. Alors vous aviez les éboueurs, ils se faisaient des manilles avec des sacs et des choses comme ça pour ne pas se couper les mains. Ils attrapaient les récipients en quelque sorte, et puis ils levaient ça, puis ils mettaient ça dans le tombeau, et puis il y en avait un qui était à l'intérieur, qui marchait sur les ordures, là, et puis qui les étalait de temps en temps avec un râteau, là, pour répartir ça un peu partout. Hein. Et puis après ça, il y a eu quand même pas mal de CITA, on appelait ça, c'était la CITA, c'était la société qui faisait le ramassage des ordures, et qui était avec des moteurs électriques, avec des batteries, ça marchait alors ça allait pas vite, hein, ça allait pas vite, mais pour les voitures, les poubelles, elles n'avaient pas besoin d'aller vite, alors bon, ça consommait pas beaucoup. Je reviens sur vos loisirs. Est-ce que ça vous arrivait de faire du sport à la sauvegarde? Ah ben moi j'allais à la sauvegarde de Bois-Colomb, moi j'y suis allé de nombreuses années. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Oh ben la gymnastique, surtout de la gymnastique. Mon frère y allait aussi. Vous avez fait des compétitions, des choses comme ça? Oh, des compétitions, oui, on a fait des compétitions contre d'autres communes. Hein, alors on faisait un peu de bord parallèle, un peu de bord fixe. Quand on rentrait dans la salle, ça a bien changé maintenant. Hein. Puis surtout maintenant, je crois qu'ils sont en train de le refaire. Mais moi, à l'époque, on avait 2 cordes qui faisaient 10 mètres de haut, qui allaient jusqu'au plafond du gymnase. Et croyez-moi, quand il fallait grimper les 10 mètres de corde, il fallait avoir des bons bras. Hein. Fallait avoir des bons bras. Enfin, on montait aussi avec l'aide des jambes. Hein. Mais enfin, c'était quand même dur. Il y avait la perche aussi. Alors là, c'était encore plus dur. C'était une perche en bois, qui était un peu moins haute quand même, mais grimper après un bâton, quelque chose bien lisse, hein, eh bien, croyez-moi que pour grimper après ça, c'était pas facile non plus. Il y avait la corde à nœud, c'était plus facile, la corde à nœud, parce que ça ne glissait pas. Vous ne redescendiez pas. Hein. Et puis, alors, le sol, c'était de la sueur. Il y avait un bon matelas de sueur, parce que si on tombait, pour ne pas se faire du mal sur un sol dur, quoi. Et puis, alors, il y avait les bords parallèles, bords fixes. Hein. Il y avait le cheval d'arçon, saut de cheval aussi. On faisait toutes sortes de choses comme ça. Et puis, alors, il y avait une piste oblongue, hein, où on pouvait faire un 100 mètres, on pouvait faire plusieurs tours. Et puis, on faisait de l'athlétisme, quoi. On faisait du lancement du poids aussi. Très bien. Ah si, on en faisait du sport. Hein. Et alors, est-ce que ça vous arrivait de partir en vacances ou en colonie de vacances? Alors, disons qu'en vacances, on avait de la famille du côté de ma mère qui était dans le Jura. Et le Jura, on n'avait pas le droit d'y aller, parce que c'était vers la frontière suisse. Alors c'est ce qu'ils appelaient la zone rouge. On n'avait pas le droit d'aller là-bas parce que c'était interdit.
c'était interdit, ils avaient peur qu'il y ait des gens qui foutent le camp en Suisse, quoi, pour se planquer ou Pendant la guerre, alors. Pendant la guerre, ça je parle. Bah oui, parce que moi, ma jeunesse, elle s'est durée, elle s'est passée pendant la guerre. Hein. Et alors, si bien que c'était en 1941, on avait des amis qui connaissaient des petits fermiers dans l'Orne, à la limite de l'Eure-et-Loire. J'en parle dans mes notes là. Et c'était des tout petits fermiers. Ils avaient 4 vaches. Ils avaient 13 hectares de terre. Ah, vous voyez, ça n'allait pas bien loin. Hein. Ils avaient un grand potager aussi. Et puis, alors, ils avaient des pommiers. Et puis, ils faisaient un peu de blé, un peu d'avoine, un peu d'orge. Hein. Et puis, alors, ils faisaient des poules, des lapins. Et puis du fromage. Ils faisaient aussi du fromage. Et alors, ils vivotaient avec ça, disons. Alors, et puis, avec leurs 4 vaches, ils faisaient du beurre. Alors, on est allé en vacances, on ne les connaissait pas, ces gens-là. Hein. Alors, on est allé chez eux, on leur payait une pension, si vous voulez, et puis, on était heureux parce qu'ici, on crevait de faim, on n'avait rien, on n'avait pas de beurre, on n'avait rien. Et quand on était à la campagne, bon, ils avaient tout, les paysans, ils avaient toujours du beurre, ils avaient toujours des poulets, des lapins. Alors là, on trouvait à manger comme on voulait, si vous voulez. Le pain, c'est pareil, ils en mangeaient. Ils avaient un maire, M. Chouinard, il s'appelait. Le maire, il avait fait un truc, il s'était bien débrouillé, sans doute. C'était le plus gros fermier du Patelin. Alors, au lieu de distribuer les cartes de pain, il les gardait à la mairie pour les redonner à la préfecture, si vous voulez, parce qu'il fallait justifier en fonction de la population le nombre de cartes de pain, en fonction de la catégorie des gens, tout ça. Bon, alors, il disait comme si ça avait été découpé, des choses comme ça, pour les redonner à la préfecture. Et en réalité, lui, il planquait du blé qu'on faisait moudre, enfin, qu'il faisait moudre chez un minotier, et toute sa population pouvait acheter du pain à volonté. Mais les gens, ils n'allaient pas acheter du pain pour le plaisir d'en avoir des tonnes d'avance. Hein. Ils avaient besoin d'1 kilo de pain, ils achetaient 1 kilo de pain, ils en voulaient 2 kilos, ils en prenaient 2 kilos. Ils prenaient que ce qu'ils avaient besoin. Alors en définitive, il n'y avait pas de gâchis. Mais nous, on était heureux quand on était en vacances là-bas, parce qu'on pouvait manger du pain à volonté, et puis avec du beurre. Alors je vous assure, le petit déjeuner le matin, c'était quelque chose d'extraordinaire pour nous. Parce que manger du pain beurré, alors il n'y avait pas de café, c'était de l'orge grillée, mais ça faisait rien, avec du bon lait dedans, ça passait. Hein, puis c'était surtout ce bon beurre tartiné qui nous semblait merveilleux, c'était formidable. C'était formidable. Ça, vous y alliez pendant les vacances, pendant la guerre? Alors c'était pendant la guerre, pendant les vacances. Alors quand on revenait des fois avec du beurre, avec un poulet, un lapin, un truc comme ça. Mais il fallait faire attention de ne pas se faire prendre par les douaniers, parce que dans toutes les gares, aussi bien la gare... Alors c'était la gare Montparnasse qui desservait la région où on allait. Hein, et puis on prenait le train soit à Outeil ou soit à Nogent-le-Rotrou. Il y avait aussi dans les gares de départ les douaniers qui vous faisaient ouvrir les valises. Et puis... Et eux, ils vous piquaient tout ce qu'il y avait dedans, qu'on n'avait pas le droit de transporter, soi-disant pour le marché noir, mais eux, ça le gardaient pour eux. Hein. Alors, il ne fallait pas se faire prendre. Alors nous, comme on était gosses, on ne nous regardait pas trop, quoi, si vous voulez. Quel âge à cette époque? Oh, disons que moi, j'étais en 1941. La première fois que j'étais là-bas, c'était en 41, donc j'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Et puis, jusqu'après la guerre, mais alors après la guerre, ça a été un peu différent. Quoique, on a connu le ravitaillement après la guerre, même pendant plusieurs années. Moi, quand je suis allé au service militaire, on avait encore les tickets de pain, hein, en 1949. La guerre était terminée depuis 1945. Hein, et en 1949, où il y avait encore des tickets de pain. Mais ça a commencé à bien s'arranger quand même. On commençait à retrouver... il y avait plus de paysans. Ils étaient prisonniers, la plupart des paysans. Hein, ou ils étaient au maquis, ou ils étaient prisonniers. Alors, disons que la terre était plus cultivée, comme il faut.
Je passe à autre chose. Oui, allez-y. Désolée. Est-ce que ça vous arrivait d'aller alors au dispensaire médical ou au bain-douche par exemple? Ah oui, ben bien sûr. Alors, on avait les bains-douches au 4 août. Ah d'accord. Au 4 août. Juste à côté de... vous voyez, il y a un pharmacien au 4 août. Il y a un pharmacien, il y en a plusieurs, même enfin là, pharmacien côté Bois-Colombes, j'entends. Il y a un boulanger, à côté il y a le pharmacien. Et puis après ça, il y avait une boucherie chevaline. Et après la boucherie chevaline, vous aviez les bains-douches. Et sur Bois-Colombes. Sur Bois-Colombes. Et il y avait les bains-douches. Mais ils n'étaient pas super. Alors quand on voulait aller dans des bains-douches qui étaient un peu mieux, on allait au Bourguignon, mais côté Asnières. Côté Asnières, il y avait des douches, là, au Bourguignon, qui étaient beaucoup mieux tenues, mieux entretenues, plus propres. Alors, on préférait aller là. Et puis, il y avait d'autres bains-douches qui étaient en face de l'école. En face de l'école Paul Bert. Je ne sais pas si ça existe encore, je ne crois pas. Mais il y avait en face de l'école Paul Bert, côté école garçon. Là, il y avait des bains-douches aussi. Mais ça courait pas les rues. Hein. Ça courait pas les rues. Alors on était quand même content de pouvoir y aller. Et puis alors, moi j'ai appris à nager à la Basse-Seine. Au pont d'Asnières, vous aviez une péniche en ciment, une péniche en béton. Hein. Une péniche en béton, mais qui faisait piscine. C'est-à-dire que cette péniche était amarrée à quelques distances du rivage, si vous voulez. Alors ça vous faisait un espace... je ne sais pas, d'une dizaine de mètres entre la péniche et puis la berge. Hein. Et puis alors, il y avait un barrage filtrant, si vous voulez, avec du grillage, choses comme ça, pour retenir les grosses impuretés. Hein. Et entre la péniche et puis la berge, eh bien, on pouvait se baigner. Moi, j'ai appris à nager là. J'ai appris à nager à cet endroit-là. Alors, vous aviez le long de la péniche, vous aviez une passerelle, et les maîtres nageurs se baladaient sur la passerelle, et puis ils vous tenaient en laisse, quoi, avec, vous aviez une ceinture, et puis un câble qui vous reliait. Et moi, j'ai appris en 3 leçons. Ouais, c'est un de mes voisins qui, enfin, on l'a eu comme voisin après, mais enfin, disons que je le connaissais, ce monsieur David, il s'appelait. Et il m'avait dit, si tu veux bien nager, fais tes mouvements le plus doucement possible, tu verras, tu tiendras tout seul. Et effectivement, je me suis rendu compte, quand vous saviez bien vos mouvements, en faisant les mouvements doucement, vous nagez facilement. La brasse, j'entends la brasse. Hein. Et puis j'avais pas peur de l'eau. Je plongeais de la péniche, où il y avait 2,50 m, 3 mètres de fond, là. Hein, et je plongeais de la péniche, et je ressortais sur le bord où on avait pied. Hein. J'avais pas peur, mais ça ne me dérangeait pas. Très bien. Alors, à l'intérieur de la péniche, c'était là qu'il y avait les vestiaires. D'accord. Il y avait les vestiaires pour se déshabiller. Alors, vous aviez une clé pour fermer. Hein. Alors, fallait pas les perdre, les clés. Hein. Et puis, vous aviez un grand plongeoir aussi, qui faisait 5 mètres de haut. Il y avait sur la ville. Comment ? Sur la ville, il y avait des fêtes de ville régulièrement. Non, sur Bois-Colombes, il y avait bien quelquefois des cirques, des trucs comme ça qui passaient. En fête foraine, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, quand on voulait avoir de belles fêtes foraines, il fallait aller à Argenteuil. Parce qu'à Argenteuil, il y avait plusieurs fois par an, il y avait des très belles fêtes foraines. Et alors, à Argenteuil, vous aviez la fête des asperges. Alors, au pont d'Argenteuil, hein, carrément, mais côté Argenteuil. Vous aviez la fête des asperges et la fête du vin. Comme on fait le Beaujolais nouveau maintenant, vous aviez le piccolo d'Argenteuil. Parce qu'il y avait de la vigne à Argenteuil. C'est pas, moi, j'avais des amis, on connaissait des gens, monsieur Carin, il s'appelait, qui avaient de la vigne et qui faisaient... Et puis, les asperges d'Argenteuil, eh bien, à l'heure actuelle encore, la plupart des asperges que vous mangez ou que vous achetez en France, à l'origine, ce sont les griffes d'Argenteuil. Moi, j'ai les beaux-parents d'une de mes filles qui faisait des asperges.
eh bien, c'était toujours de la griffe d'Argenteuil qu'ils utilisaient. Et ça, c'est dans le Vaucluse. Alors, vous voyez, c'est pas à côté. Hein. Et alors, il y avait tous les ans la fête des asperges. Alors, il y avait défilé de chars, tout ça, un peu comme un carnaval, si vous voulez. Et puis, vous aviez toutes sortes de manèges aussi qui venaient. Et alors, ils faisaient ça pour les asperges et puis pour le vin. Pour le vin. Alors, et sur la ville ici, il y avait des balles, non? Ah oui, le 14 juillet, oui. Ah, le 14 juillet, chaque bistrot, vous savez, pratiquement chaque bistrot faisait un bal. Et puis, il y a des jeux aussi. Pour le 14 juillet, il y avait des jeux. Alors, toutes sortes de jeux pour amuser les gosses. La course au sac, par exemple. Vous prenez un sac. Maintenant, ça n'existe plus, ça. Ça existe encore? Alors, ils mettaient dans un sac, et puis, il fallait sauter pour courir comme ça. Alors, le premier arrivé, il gagnait un lot. Hein. Et puis, alors, il y avait, par exemple, aussi... alors, c'était comique, quoi. Vous aviez une espèce de poutre avec de la ficelle, et puis une biscotte avec de la confiture des deux côtés, comme ça. Et puis, il fallait avoir les mains attachées derrière le dos, et celui qui avait fini la biscotte le premier, il avait gagné. Hein. Alors, évidemment, avec le vent, puis simplement le fait de vouloir manger la biscotte, la biscotte, elle se balade, elle balance. Et puis, vous la reprenez en pleine figure. Alors, les bombes, ils finissaient barbouillés de compote. Hein. Alors, c'était des jeux qui existaient, quoi. Il y avait des mâts de cocagne. Alors, c'était un mât en bois, comme un poteau. Et puis, avec, en haut, il y avait, c'était des fois avec une roue de vélo, si vous voulez. Puis, après cette roue de vélo, il y avait un jambon, il y avait un saucisson, il y avait des trucs comme ça. Alors, le mât, il était très lisse, et puis il passait au savon noir. Alors ça glissait. Alors pour grimper jusqu'en haut du mât, c'était déjà très, très difficile. Puis après, il fallait détacher le lot que vous vouliez, et puis redescendre. Alors vous savez, avant d'avoir le lot, c'était pas facile. Hein. On appelle ça un mât de cocagne. Il y avait des endroits sur la ville où il y avait beaucoup de jeunes qui se réunissaient, qui venaient... Oh, il n'y avait pas de roulette à l'époque, dans les rues. Dans les rues. Mais il y avait... Les rues n'étaient pas toutes goudronnées. Hein. Il y avait bien des rues qui n'étaient pas goudronnées encore. Alors là, vous pouviez pas... Mais enfin, Bois-Colombes, il ne faut pas dire encore. Bois-Colombes, c'était quand même pas mal tenu. Moi, dans Bois-Colombes... par contre, sur Colombes, il y avait plein d'endroits que j'ai connus, qui étaient, par exemple, la rue où on habitait quand je suis né, eh bien, c'était la rue Lépine de Marcel. Moi, je l'ai connue très longtemps, qui était en pierre. C'était de la terre battue, mais bien tassée, vous savez. Et il y avait le marché des 4 août. Il y avait le marché des 4 août, et d'ailleurs, à la suite de ça, quand j'étais tout petit, j'ai eu peur des chevaux, parce que j'ai eu peur d'un cheval emballé. Et c'était dans cette rue, alors il n'y avait pas de voiture à l'époque, très peu, très très peu. Et alors c'était des commerçants qui faisaient le marché des 4 août, si vous voulez. Il y a un cheval qui a dû déranger ou qui a eu peur par quelque chose, et il était parti droit devant lui, et il avait pris notre rue, en enfilade, et puis il courait, mais complètement affolé. Hein. Et moi, je me trouvais dans la rue quand le cheval est passé. Et j'ai été très longtemps, étant gosse, que j'avais peur des chevaux, à la suite de ça. Parce que ça m'avait fait une trouille terrible. Hein. Et puis, c'était un monsieur qui est intervenu, qui a arrêté le cheval, qui avait pas peur, quoi. Et dans cette rue, j'ai vu un truc assez extraordinaire pour l'époque. Le Graf Zeppelin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un ballon dirigeable allemand qui était parti d'Allemagne pour aller jusqu'aux États-Unis et qui s'était arrêté à Paris, au Bourget, je crois. Et je l'ai vu passer quand j'étais tout gamin. Je me rappelle, c'est la première fois que je voyais un ballon dirigeable, mais c'était immense hein, comme engin. C'était énorme, énorme. Hein, alors... Et puis ça me paraissait peut-être d'autant plus grand que moi j'étais petit, parce qu'on voit toujours ça en rapport. Hein. Et je me rappelle très très bien de ça. Mais disons que
les mômes jouaient dans la rue. Le principal des jeux, c'était jouer au ballon. Hein. On jouait au ballon, au foot, c'était fréquent. Et puis si les filles, elles jouaient à la morelle, avec un morceau de plâtre, on trouvait toujours bien un morceau de plâtre quelque part, et puis on traçait la terre, le ciel, et puis les cases, et puis on jouait à la morelle, quoi, aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant Moi, j'ai juste deux petites questions. Vous avez travaillé tout de suite après votre certificat d'études, si je comprends bien. Ah non, moi j'ai été au collège technique, moi. Vous avez été pour apprendre Pour apprendre la chaudronnerie. la chaudronnerie. D'accord. Ouais, alors je suis sorti du collège technique, j'avais 17 ans et demi. Il était où ce collège technique? J'avais 17 ans et demi. Comment? Il était où ce collège technique? Rue Lambrèche à Courbevoie. D'accord. C'était le collège technique Vauban. D'accord. Ah, c'était un très très bon collège technique. Et vous avez été donc chaudronnier à la SNECMA, c'est ça? Non. Pardon. Mon père Mais Mon père vous- était forgeron à la SNECMA. Moi, la première société où j'ai travaillé, c'était Bronzavia, à Courbevoie. Et comme j'avais eu mes diplômes, j'ai tout de suite été classé professionnel, comme P1. Enfin, tout à fait le bas de l'échelle, mais professionnel quand même. Hein? Parce que sinon, j'aurais été classé OS, ouvrier spécialisé. Ceux qui n'avaient pas réussi leurs examens. Alors, bon, c'était. Et moi, je me défendais bien. Oui, je n'étais pas un mauvais élève. Alors, si bien que même au collège technique, je me débrouillais bien. Alors, en atelier, je me défendais bien. Et puis, en dessin industriel, je me défendais très, très bien aussi. Et puis, j'avais envie de faire du traçage. Le traçage en chaudronnerie, c'est quelque chose de fort intéressant, si vous voulez. Parmi les chaudronniers, les traceurs sont les mieux payés, si vous voulez. Et vous n'avez jamais travaillé à Hispano-Suiza? Comment? Vous n'avez jamais travaillé à Hispano-Suiza? Non, j'ai jamais travaillé, Hispano-Suiza. Mais je connaissais bien. La soufflerie, on l'entendait après la guerre. Hein. Ah oui? Ah, même ici, hein, Ah oui? ça vous assommait, hein, ça marchait toute la journée. Hein. D'accord. Quand ils l'ont supprimé, on était bien contents. Hein, parce que c'était infernal, hein, le bruit que ça faisait. Ils faisaient des essais en soufflerie pour l'aérodynamisme, pour l'aviation, quoi. Ok. J'ai des copains qui avaient été au collège technique avec moi, qui ont travaillé chez Hispano. Très bien. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, mais si vous voulez. Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal débordé. Ah, vous permettez, je vais tâcher d'aller voir Alors, il faut ma décrocher carte là. Ah oui, on va enlever le micro, attends. Ah oui, si vous voulez. Attends, je vous enlève ça. Voilà. Bon, Ah oui, il est là. j'ai pas été trop mauvais quand même, non? Ah, pas du tout, c'était très intéressant. On a plein de choses. Ça arrive à le. Alors, tiens, Moi, on va amener la je veux pas chaise rouler là. sur vos câbles. Oh, vous pouvez y aller. On va mettre le Ça sac de résiste chenilles sur la chaise, comme ça va. Ah, bah attendez. Tenez. Je me cramponne. Allez-y, je vous la tiens.